Bonjour à tous et bienvenue dans Plein Cadre. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au monde du travail, au fameux monde d'après, mais en fait qui est devenu le monde de dorénavant, celui dans lequel on a basculé depuis le début du confinement. Alors la crise sanitaire, elle a complètement bousculé les façons de travailler. On s'est passé du bureau, pour certains en tous les cas. Des cadres ont découvert le temps partiel, ce qui n'était encore qu'arrivé qu'à une petite minorité. Des équipes ont été intégralement managées à distance, révolution ça aussi. On a senti aussi une hiérarchisation entre les fonctions, les métiers dits utiles et les autres qu'on a passés en chômage technique ou en chômage partiel. Les salariés ont goûté à l'autonomie, il y en a même qui ont exprimé des envies de faire. Voilà. Mais est-ce que ce vécu et ces tendances qui émergent vont influer sur le travail post-confinement ? Qu'en pensent les DRH, les directeurs des ressources humaines qui sont quand même aux avant-postes de ces évolutions et qui les mènent d'ailleurs ces évolutions? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Quels chantiers ils sont en train de préparer? Comment est-ce qu'ils vont modifier l'organisation? On cherche aujourd'hui des signaux qui nous indiqueront s'il s'agit d'évolution, de révolution dans les entreprises. Et j'ai choisi 4 invités pour répondre à toutes ces questions. Je vous les présente dans quelques instants. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour Benoît Serre. Alors bonjour. Vous êtes le seul à être en plateau. Vous avez gagné au tirage au sort du mode Covid. Merci beaucoup d'être avec nous. On est à 1 mètre. On est à 1 mètre. Distance de sécurité respectée, parce que comme vous le savez, on n'a pas le droit d'être à plus d'une personne dans le studio. Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH et partenaire expert au BCG. Vous avez sorti une étude qui sonde à peu près 500 DRH sur leur perception du futur du travail. Et vous en déduisez, vous, que la crise ne révèle pas vraiment des tendances, mais c'est plutôt des tendances qui s'accélèrent. Alors, vous allez nous détailler tout ça dans quelques instants. Je finis le tour de table. À distance, Sophie Létang, bonjour. Bonjour. Ah, on vous entend bien, parfait. Sophie, vous êtes directrice de la transformation du capital humain et de la RSE chez Interial. C'est une mutuelle parisienne qui compte 430 collaborateurs. Donc voilà, petite boîte. Vous avez pris votre poste en avril dernier, Sophie, pendant le bien confinement, ça voilà, c'est ça, exactement. Vous allez pouvoir témoigner. Vous estimez que cette crise nous a fait finalement gagner plusieurs années, vous allez nous expliquer pourquoi, et vous mettez en ce moment en place ce que vous appelez des ateliers d'innovation organisationnelle. Vous allez nous détailler ça, dans quel but, pourquoi, etc. Laurent Da Silva, voilà, vous êtes Bonjour. avec nous. Bonjour, vous êtes DG, directeur général du cabinet Badenoch + Clark, membre du board d'Adecco. Alors vous, des DRH, vous en rencontrez tous les jours, puisque ce sont vos clients, et vous leur recherchez des profils de cadres, de dirigeants qui doivent correspondre à ce monde de dorénavant. Donc merci beaucoup d'être avec nous aussi pour nous éclairer. Et puis, je vous ai invité parce que vous avez signé une tribune où vous évoquez ce nouveau monde, justement, avec des soft skills très particuliers dedans, du télétravail, et puis des envies de travailler au vert, on en a aussi discuté. Vous allez vous exprimer sur tout cela. Alors, Yann Lapéroni, vous, bonjour. Est-ce que vous nous entendez, Yann? Je vous entends. Formidable. Alors, vous, le vert, vous connaissez très bien, puisque vous êtes le DRH de la coopérative Natop, j'ai osé. Voilà, vous travaillez avec des agriculteurs, en fait, ce sont vos adhérents, essentiellement. Et vous avez été archi sur le pont pendant la crise. Natop, c'est 1700 salariés, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je le dis parce qu'en général, ça calme, c'est une belle coopérative, je veux dire. Vos chantiers à vous, c'est le télétravail raisonné, comme l'agriculture en fait. Et vous allez aussi faire un reboot managérial et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Première question avec vous, Benoît Serre. Oui. Comment est-ce qu'on travaillera demain? La première tendance de fond, j'allais dire, c'est la montée en puissance du télétravail. Ça, on ne peut pas le nier. Dans votre étude, on va voir des résultats. 85% des DRH sont à fond pour sa généralisation. C'est une révolution. Alors oui, je ne sais pas si c'est une révolution. Vous savez, cette crise, plus vous la regardez, plus on se dit qu'elle n'a pas créé des tendances, elle les a accélérées. On a sans doute gagné du temps. Ouais. Parce que la mise en place du télétravail forcé suite à la décision de confinement, c'est sûr, de toute façon, on n'avait plus le choix. Donc on a mis en place dans l'urgence. 85% des DRH pensent
que ça va se pérenniser. Ouais. C'est pas tout à fait pareil que souhaite-le. Donc ils pensent que ça va se pérenniser, à la fois parce que c'est une demande des salariés. Il y a une enquête qui a été faite, plein d'enquêtes qui ont été faites, qui démontrent que les salariés le veulent. D'ailleurs, cette enquête que nous avons faite à NDRH et BCG, on l'a faite parce qu'on interroge beaucoup les salariés sur ce qu'ils veulent, mais assez peu les entreprises sur ce qu'elles préparent ou ce qu'elles doivent préparer. C'est ça qu'on a voulu chercher. Alors effectivement, le télétravail, c'est un des aspects du futur du travail, mais l'enquête démontre que c'est loin d'être le seul, et c'est pas forcément le principal. Ok, et d'ailleurs on va y revenir aussi après. Juste quand même pour préciser, le rythme idéal pour les DRH que vous avez interrogés, c'est quoi? C'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours? Alors, ils envisagent jusqu'à 2 jours, mais c'est logique d'ailleurs, hein, parce que d'abord, vous savez qu'en France, avant le confinement, le temps moyen de télétravail, c'était 1,8 jours. Donc, ce n'est pas une révolution de ce plan-là. La révolution, elle va plutôt être en nombre de gens concernés qu'en durée du télétravail. Ça va s'étendre. De ce que disent les DRH. La deuxième chose, c'est que si effectivement vous franchissez les 2 jours, si vous passez à 3 jours, là, vous changez quand même assez fortement le système. Parce que 3 jours, ça signifie, pour les entreprises qui travaillent 5 jours, que les gens passent plus de temps en télétravail chez eux ou en tiers-lieu ou ailleurs qu'à l'entreprise. Et donc ça change un petit peu la donne. Et ça concerne qui alors? Parce qu'on va le voir, tous les métiers ne sont pas concernés. Vous avez fait un graphique donc, expliquant quels étaient les métiers qui avaient pu basculer facilement en télétravail. Qui va être concerné? Oui, c'est aussi un des autres enseignements de la crise, on le voit sur ce document, c'est qu'avant la crise, les métiers les plus logiques étaient en télétravail, mais ce n'était pas très développé. Vous savez que la France n'est pas un pays qui est extrêmement novateur en termes de télétravail par rapport, par exemple, à l'Europe du Nord, aux États-Unis ou à l'Europe de l'Est. On a un côté tribal, hein, nous, les Français. Non, c'est un peu l'histoire du management. Hein. C'est un management assez présentéiste, on calcule tout en heures, enfin, donc c'était assez logique. La crise, elle a révélé, parce qu'on était forcé de le faire, que plein de métiers auxquels on n'avait pas pensé pouvaient accéder au télétravail. Et c'est ça qui va sans doute accélérer le système. Je vais en prendre un seul exemple. L'augmentation de l'accès au télétravail de ce qu'on appelle les call centers et services clients. Au début, regardez, c'était 12%, on est monté à 49%. On s'est rendu compte que c'était possible. C'est vrai que c'est et qu'il n'y avait pas étonnant. Forcément une dégradation de la qualité de service. Parce que l'autre caractéristique du télétravail, ça c'est les études qui le montrent avant le Covid, et après le Covid, elles ne disent pas le contraire non plus, c'est qu'il n'y a pas de baisse réelle de productivité. Alors ça génère un certain nombre de sujets en termes d'adaptation, des équipements, etc. Mais n'empêche qu'il y a plus de métiers aujourd'hui qui ont imaginé le télétravail. Et puis le dernier point là-dessus, c'est que on sait que les freins au télétravail, ils n'étaient pas que métiers, ils étaient aussi managériaux. Il y a des entreprises, des dirigeants d'entreprises qui m'ont dit « Moi, je ne voulais pas entendre parler de ce truc. » Oui, d'ailleurs. Et ils ont découvert que non seulement ça marche plutôt pas mal, qu'en plus, ça ne touche pas la productivité, et que troisièmement, ça peut présenter un certain nombre d'avantages, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc l'un dans l'autre, on a gagné 10 ans, c'est ce qu'on estime à peu près, on a gagné 10 ans dans le déploiement et la réflexion autour de nouveaux modes de travail, parce que le télétravail n'est qu'un des aspects du sujet. 10 ans, Sophie Létang, on a gagné 10 ans, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Benoît Serre? Oui, c'est vrai que je souscris complètement à ce que Benoît vient de dire. Et je suis complètement en face sur un point, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, existait, était en train de se déployer, mais il y a eu un facteur d'accélération énorme de choses qui étaient déjà sous-jacents, voire existantes. Vous avez basculé, vous avez basculé en télétravail du jour au lendemain, quasiment, hein, en 24 heures à peine, c'est ça? Exactement. Il y a eu une adaptabilité assez incroyable des collaborateurs d'Interial, puisque le télétravail n'existait pas avant la situation de confinement. Et donc, exactement, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, à partir du 17 mars, du jour au lendemain, les collaborateurs ont basculé en télétravail et l'entreprise a fonctionné pendant plus de 2 mois et demi et elle a réouvert ses sites il y a simplement une semaine en télétravail. Et là où je rejoins Benoît, ça a modifié des comportements, ça a modifié un management, il a fallu déployer un certain nombre d'actions, mais ça fonctionne. Ouais. Et ce que vous me disiez aussi, c'est qu'en fait, votre directrice générale est arrivée en octobre dernier. Elle voulait justement mettre en place disons, une organisation avec plus de confiance, d'autonomie, de responsabilisation. Et finalement, le Covid lui a un peu permis d'accélérer les choses, on peut le dire comme ça.
Une crise est toujours révélateur de faiblesse, mais aussi d'opportunités. Et c'est vrai que Martine Carlu, qui est arrivée en octobre 2019 au sein de la Mutuelle en qualité de directrice générale, avait clairement dans sa feuille de route la volonté d'offrir un cadre professionnel aux collaborateurs d'Interial qui soit propice à l'engagement, à l'excellence opérationnelle et à l'intégrer le télétravail là-dedans. Ouais. Et donc évidemment, le Covid, pour ça, a eu cette opportunité-là, parce que le télétravail n'est pas possible sans autonomie et sans confiance. Ouais. Et donc vous lancez ce que je disais tout à l'heure, des ateliers d'organisation, d'innovation organisationnelle. Ça commence là maintenant et vous allez demander aux salariés, c'est ça, d'inventer le travail de demain. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, on a eu la première journée, alors c'est sur la base du volontariat. C'est ceux qui ont envie de participer à cette construction. On a appelé ces ateliers #construisons ensemble. Le premier a eu lieu le 12 juin et il y en a encore demain et après-demain. Ceux qui veulent y participer, y participent. L'idée, c'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'on garde de cette crise, qu'est-ce qu'on ne garde pas de cette crise et quelle organisation demain. Parce que finalement, si ça venait que d'en haut, ça ne marcherait pas. C'est un peu ça l'idée. Donc, vous demandez aux salariés de générer les idées qui vont permettre de modifier l'organisation. Ceux qui sont au plus proche du terrain, ceux qu'on a vu pendant cette crise, là où on était bon et là où on était moins bon, c'est quand même ceux qui sont sur le terrain. Donc, il faut que ça vienne aussi du terrain. En tout cas, il faut que ce soit une co-construction entre le top management et les retours d'expérience au plus proche des parties prenantes. Ok. Laurent Da Silva, je le disais, les DRH, vous les côtoyez tous les jours. Est-ce que, selon vous, les entreprises sont organisées pour proposer du télétravail dès l'embauche? Oui, ça arrive. Mais peut-être avant de répondre à votre question, je vais réagir aux propos précédents. Sur le télétravail, je pense qu'il y a eu un effet balancier. C'est-à-dire qu'on est parti de peu télétravail à tout télétravail. Tout télétravail contraint et forcé, puisque le télétravail qu'on a vécu n'était pas un télétravail structuré, modélisé, cadré. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés jetés dans le grand bain. Et d'ailleurs, on a globalement, en France, preuve de beaucoup de capacité d'adaptation. Est-ce que le télétravail qu'on a vécu pendant ces 3 mois est celui qui va être le télétravail de demain sera le même? Bien sûr que non. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? En fait, ça a fonctionné de façon opportuniste. C'est-à-dire qu'on a du mal à mesurer réellement aujourd'hui la productivité. On a tous éteint des incendies, mais est-ce que dans un schéma normal, on sera content de ce qu'on aura comme résultat? On va le découvrir petit à petit. C'est sûr qu'il ne faut pas opposer aussi télétravail et travail. On aura une complémentarité, je vais dire, des nouvelles formes de travail. On va voir le travail à la maison se développer, on va voir le travail au bureau se réinventer, le management évoluer, et puis surtout, le feedback des équipes, selon qu'on soit à Paris ou en province, n'est pas le même par rapport au télétravail. C'est plus simple de faire du télétravail en province, dans une grande maison avec un bureau isolé, qu'à Paris, dans un appartement avec des enfants pas trop loin. Les populations les plus jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser d'ailleurs, ont besoin de se retrouver, de créer du lien social au travail. Oui. Donc je pense que ce travail, il est énorme et il est plus compliqué qu'il n'en a l'air à première vue, quoi. Je vais poser la question à Yann Laperoni juste après, mais juste pour une réponse quand même à ma question, est-ce que vous pensez que les entreprises en ce moment sont équipées pour proposer du télétravail dès l'embauche? Est-ce qu'il y a déjà une évolution des mentalités en quelques mois? On l'a fait pendant la crise, on a vu des personnes prendre leur job en crise, pendant la crise sanitaire en télétravail à 100%. C'est pas un modèle idéal d'intégration dans la société, puisqu'on rejoint une société aussi pour ses valeurs, pour son ADN, pour l'affection sociétaliste. Et là, oui, les entreprises sont équipées, c'est pas le schéma qu'ils vont privilégier. Elles ont vraiment envie d'intégrer leurs équipes, je dirais, de façon qualitative dans l'entreprise. On a pu le faire en mode dégradé. Beaucoup nous disent c'était en mode dégradé. On veut maintenant retrouver des intégrations complètes dans l'entreprise. Il leur faut un peu de temps, en fait. On sent qu'il faut un peu de temps aux entreprises pour s'organiser. Benoît Serre, vous vouliez réagir au propos de Laurent Da Silva? Non, je souscris pleinement. Effectivement, le télétravail qu'on a vécu n'est pas comparable avec le vrai télétravail, mais surtout, les entreprises que je rencontre tous les jours, parce que évidemment,
sont plutôt sur un modèle de télétravail de solution hybride, c'est-à-dire un mix télétravail. Aucune n'envisage télétravail plein temps, premier point, parce que ça mettrait effectivement en péril l'ADN, l'unité, enfin on le reverra sans doute. On a quand même vu des entreprises comme Peugeot, 3-4 jours de télétravail. Oui, mais enfin, vous savez, PSA, moi je connais bien, et d'abord je connais bien Xavier, et puis je connais bien le système. C'est autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se structure, ça s'organise. Mais sur le point du volontariat, où est-ce que des métiers demain pourraient être définis par nature en part de télétravail? Ça, c'est un autre monde encore. Hein, parce que 95% du télétravail qui existait avant la crise était un travail qui était basé sur le volontariat. Et quelquefois, d'ailleurs, sur le double volontariat. C'est-à-dire d'un côté celui du salarié et de l'autre côté celui de son manager. Si demain, on allait vers une société du travail qui prévoit que des postes sont prédéterminés comme étant des postes de télétravail. D'ailleurs, l'enquête montre que les DRH pensent que ça peut être un facteur d'attractivité. Alors là, c'est assez différent, parce que des gens rentreront dans l'entreprise en sachant qu'ils n'y passeront que 50 ou 60% de leur temps. Deuxième point, et je terminerai par là, il y a un sujet qui n'est pas adressé, ou peu adressé, que Laurent De Silva évoque, et qui est très important, c'est qu'on pense le télétravail avec les salariés de l'entreprise d'aujourd'hui. Mais si vous avez une entreprise où les gens ne sont pas là 3 jours par semaine, l'intégration, l'onboarding de nouveaux collaborateurs va être compliqué. Parce que quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez besoin de vous faire votre petit réseau, de savoir quels sont les non-dits, les règles culturelles, tout ça, petits trucs. Qui va manquer, la machine à café, quoi. Ouais. Donc ça aussi, donc attention dans cette espèce de démarche un peu de mode qu'on a eue sur un télétravail généralisé, parce que les conséquences derrière, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut le faire de manière un tout petit peu organisée, structurée. Dernier point, le télétravail qu'on a connu pendant la crise, c'était un télétravail qui s'est mis en place sous l'urgence. L'entreprise et l'enjeu des entreprises, c'est sa généralisation par la volonté. Ouais. Et là, je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure. À ce moment-là, l'association des collaborateurs à une telle évolution des modes du travail, à une telle évolution de l'organisation de l'entreprise est absolument indispensable. Sinon, on va se réveiller un peu difficilement avec des entreprises éclatées, parce que dans les entreprises, certains n'ont pas accès au télétravail. Oui, ce qui est en train d'être fait chez Interial et dans d'autres entreprises. Yann Lapeyronnier, je vous passe la parole maintenant pour Natup. Donc je le rappelle, vous êtes passé en télétravail quasiment en 24 heures. Et maintenant, est-ce que vous allez passer un télétravail raisonné ou est-ce que vous allez tout arrêter? Alors, tout d'abord, je souscris évidemment à tous les propos qui ont été énoncés. Donc, on va passer à un télétravail raisonné. Ça vous va, à la demande des collaborateurs. Oui, ça me va bien. Et en l'occurrence, on a demandé à nos collaborateurs, on a fait une enquête en interne en disant est-ce que vous voulez continuer le télétravail? Est-ce que c'est un mode de travail qui vous intéresse? 90% ont répondu oui. On veut faire perdurer ces situations de télétravail. Par contre, 75% nous ont dit OK, mais moins de 2 jours, voilà, de 1 à 2 jours. Donc, 75% de nos collaborateurs considèrent que le télétravail c'est bien, mais 1 à 2 jours maximum. En fait, je crois qu'on s'est aussi aperçu pendant cette période de Covid et de confinement que avoir des collègues c'est vachement bien. Travailler, collaborer, être ensemble, aller à la machine à café, c'est aussi très bien. Ça fait partie du travail. Yann Lapeyronnier, ça fait partie du travail. Je rebondis par rapport à ce que disait aussi Laurent Da Silva tout à l'heure sur le facteur d'attractivité. Vous me disiez en préparant cette émission que vous servez aussi, enfin vous pensez aussi vous servir du télétravail pour attirer du cadre parisien. C'est-à-dire que finalement, oui, je vois. Allez-y, pardon. Oui, bien sûr. Enfin, c'est déjà un facteur que l'on connaissait et que l'on avait, qui existait auparavant, avant le Covid. C'est que le télétravail, notamment chez les jeunes, est un mode d'organisation assez plébiscité. Et ça résout aussi, ça arrange des problématiques de mobilité. Rouen se trouve à 1h15, 1h30 de Paris. Pour pouvoir attirer des talents ou des compétences somme toute de plus en plus rares, effectivement, le télétravail peut permettre aux nouveaux ou aux futurs collaborateurs de s'organiser ou de pas forcément acter une mobilité pour pouvoir travailler loin de chez eux. Et vous en avez attiré des cadres parisiens comme ça qui font la navette? Alors, on en a attiré parce que le vert, ça c'est plutôt tendance et donc ils ont fini par déménager assez rapidement.
Mais effectivement, en tous les cas, dans un premier temps, avant d'acter un déménagement, le télétravail est une solution pour continuer à organiser sa mobilité, pouvoir aller dans sa nouvelle entreprise et préparer la future mobilité de la famille. Ok, Benoît Serre, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais je voulais revenir sur ça. À quoi va servir le bureau si ça devient, voilà, si le travail devient hybride avec un peu de télétravail, un peu de maison? À quoi va servir le bureau précisément? Là aussi, c'est une accélération de tendance, hein. Ça fait quand même quelques années, certaines grandes entreprises comme Danone, par exemple, ont rénové leurs bureaux. Vous citiez PSA tout à l'heure, les bureaux du siège de PSA à Rueil, c'est ce qu'on appelle des flex office, hein. Donc, il y a déjà une révolution du bureau, c'est déjà engagé, ça va s'accélérer. Pourquoi? Parce que si les gens sont au télétravail, mettons 2 jours par semaine, quand ils vont venir au bureau, c'est pas pour faire au bureau ce qu'ils font chez eux. Sinon, ça présente pas d'intérêt. Donc, ça va être pour collaborer, pour travailler ensemble, faire l'intelligence collective, partager des choses. Sinon, ils vont dire, bah, attendez, ça sert à quoi que je m'enferme dans mon bureau, chez moi, alors que vous m'enfermez aussi? Donc, c'est un peu la fin, peut-être, hein, d'un rapport au site de travail qui est assez différent. D'ailleurs, l'autre jour, je répondais à une de vos consoeurs qui me disait, en fait, les gens vont venir au bureau pour se détendre. J'ai trouvé ça assez exceptionnel, comme une espèce d'inversion du système. Donc oui, il va y avoir probablement des aménagements qui ont déjà commencé, ça va s'accélérer. On voit bien que les gens, vous savez... Cela étant, c'est vrai que quand on est au bureau, en ce moment, quand on est au bureau, enfin surtout pendant le confinement d'ailleurs, à la fin du confinement, on venait au bureau et on était 2-3, on n'arrêtait pas de se parler, on n'arrêtait pas de perdre du temps. Perdre du temps. Était-ce vraiment de la perte de temps? Si l'entreprise est perçue par les salariés comme un lieu de convivialité, c'est quand même pas mal. C'est là où ça peut changer. C'est pour ça d'ailleurs que, vous savez, on a beaucoup écrit, tout le monde parle du monde d'après, moi le premier d'ailleurs, tout le monde en parle, personne ne sait à quoi il ressemble, mais tout le monde en parle. C'est le monde de ça occupe. Mais le vrai sujet, c'est ça. C'est quels sont les changements qui vont être apportés à court terme dans les conditions dans lesquelles les gens reviennent. Comment je reconstitue une entreprise? C'est ça le premier acte du monde d'après. Oui. Si les salariés ont le sentiment que, comme ça a été fait chez Natup, on les a interrogés et on essaye, alors ils vont se dire, tiens, il se passe quelque chose quand même. Et là, vous commencez à créer les conditions dites du monde d'après. C'est pour ça que les mois qui viennent vont être assez importants. Court terme, ils risquent d'être très douloureux. Moyen terme, ils peuvent être plutôt porteurs d'évolution. Sophie Létang, vous me disiez aussi que finalement, chez vous, les réunions, ce sera fini, ce sera plus en présentiel, ce sera en distanciel. En revanche, vous allez faire des activités sur le lieu de travail. Mais quelles activités? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, on a tout à construire. C'est-à-dire que les réunions, elles sont pas encore terminées. On a tout à construire et je rejoins ce que dit Benoît. En fait, le sens était déjà important dans le monde du travail, mais dans celui qu'on doit construire aujourd'hui, il est essentiel. Quel sens je donne à ma présence en entreprise? Est-ce que ça a du sens de faire des transports en commun pour une réunion qui va durer un quart d'heure? Pourquoi est-ce que j'ai une raison de venir au travail? Et c'est là qu'il va falloir effectivement peut-être faire de nos bureaux un espace de co-construction, de coopération, de production collective, pour au contraire que la production individuelle puisse être plus à la maison, ou qu'une réunion en visio, finalement, elle est presque plus structurée en visio parce que elle se termine peut-être plus facilement à l'heure, on a tendance à moins dériver. Donc c'est vrai que toute la question des réunions va se poser, mais ça suppose aussi... Je comprends. J'attire juste votre attention sur un résultat d'étude qui est tombé sur les ingénieurs et scientifiques qui nous dit que dans les 5 dernières années, les ingénieurs ont changé, 70% des ingénieurs ont changé d'emploi. Et quand on leur demande pourquoi, eh bien, ce serait le mode projet, ce serait le délitement du lien avec l'entreprise qui est mis en cause. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un danger, Benoît Serre, dans ces inventions-là qu'on est tous en train de faire sur le monde de demain, de passer à côté d'un truc qui s'appelle l'informel, en fait? Tout ce qui se passe d'informel au boulot, c'est le lobbying de la machine à café. Non, c'est le management de la machine à café. Hein. C'est ce qu'on appelle les temps inutiles de management. C'est-à-dire ces moments où il ne se passe rien, où en fait il se passe beaucoup de choses. Mais qu'on ne peut pas créer artificiellement from scratch, ont été, existent parce qu'il y a les autres qui existent, non? Oui, mais ces temps inutiles de management, ils ont déjà connu une première couche où on les a un peu tués avec la mise en place des 35 heures, parce que quand les gens commencent à pointer, ça réduit les temps inutiles de management. Donc là, il va y avoir autre chose. En revanche, justement, ces temps-là seront d'autant plus pertinents et efficaces
que l'entreprise aura su tirer les conséquences de ce que les gens viennent faire au bureau. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les réunions, la réunionnite française, elle est connue de tout le monde. Moi, j'ai observé, parce que comme tout le monde, j'étais confiné avec un casque sur les oreilles, enfin, je faisais mon truc, j'ai fait des heures et des heures de call. C'est marrant, tout d'un coup, les réunions, elles sont prévues 1 heure, elles durent 1 heure. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais, ça discute pas. Donc, il y a il y a une meilleure efficacité. Alors après, ça veut dire aussi que il faut pas non plus... il faut quand même être dans l'échange, parce que c'est quand même difficile d'être en réunion avec des gens que vous avez jamais vus. Donc, ça, c'est... Mais la logique de temps inutile de management, au contraire, je pense qu'elle va se développer. Ça s'appelle juste de la collaboration, l'envie d'être ensemble. C'est ça. Et si les entreprises pouvaient donner d'abord à leurs salariés l'envie d'être ensemble, ce serait quand même pas mal. Et la deuxième chose, vous parlez des ingénieurs. C'est amusant. Moi, je me souviens, il y a 3-4 ans, on me demandait déjà de venir expliquer ce que c'était des soft skills à des ingénieurs. Vous savez qu'il y a eu un accord en 2017, je crois, Laurent Dacier doit savoir ça, entre HEC et Polytechnique, pour dire, bon, il faudrait peut-être développer des compétences non mathématiques chez les ingénieurs. Je trouve que vous voyez, c'est encore une accélération de tendance. C'est-à-dire que le côté, je vous range dans des boîtes, vous avez fait une école de commerce, vous êtes convivial, vous êtes ingénieur, vous calculez, c'est fini. C'est l'hybridation des compétences qui est en train de se mettre en place. Donc si vous croisez l'hybridation des compétences et l'hybridation des modes de travail, vous avez le futur du travail. Laurent Da Silva, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Je vous vois bouillir. Je suis complètement d'accord avec cette position. Et peut-être un point avant sur les bureaux, parce que je n'ai pas pu intervenir sur le bureau, je voulais juste préciser un point. On avait constaté depuis plusieurs années un virage où j'aurais dire, la maison venait au bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on voyait dans les nouveaux bureaux typés GAFA, une construction des bureaux extrêmement familiale dans l'esprit, avec un coin de cuisine, un coin repos, une salle de jeu. Un peu comme dans notre salon, Laurent. Je suis dans une chambre d'étudiant. Voilà, dans une chambre d'étudiant comme vous êtes. Et ça, on l'a vu arriver assez nettement depuis plusieurs années. Et finalement, là, on voit le mouvement inverse, c'est-à-dire que finalement, le bureau se déplace à la maison. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, maintenant, il va falloir trouver un balancier. Ce qui est sûr, c'est que dans nos bureaux, on viendra s'il y a des espaces collaboratifs où on peut échanger, où on peut réfléchir ensemble. Si c'est pour faire la même chose qu'on fait à la maison, effectivement, on ne viendra pas. Et sur les compétences hybrides dont parlait Benoît Serre à l'instant, donc sur les soft skills dont on aura besoin pour ce fameux monde de demain, vous êtes, qu'est-ce que vous sentez, vous détectez? Ce qui est sûr, c'est que le management à distance appelle une autre typologie de manager, ou en tout cas une autre typologie de compétences. C'est-à-dire que le manager de proximité, qui était très fort en écoutant, en coachant, mais en étant collé à son équipe, il va devoir apprendre un peu autre chose, il va devoir apprendre à déléguer, il va devoir apprendre à créer des conditions de l'autonomie, à manager peut-être plus sur le résultat que sur les moyens. Donc il va y avoir une nécessité de formation des managers pour qu'ils puissent s'adapter à ces nouvelles attentes de leurs équipes. Et ça, c'est un chemin qui est extrêmement délicat, puisque comme je le disais, là, on a tous appris à manager à distance et on l'a fait très vite. Mais demain, il va falloir savoir communiquer beaucoup plus efficacement dans un temps limité et avoir de l'impact. Il va falloir développer des compétences d'agilité. On en parlait beaucoup avant. Maintenant, il va falloir le prouver au quotidien. Et j'insiste sur cette notion de management à distance. C'est pas les mêmes qualités qui sont nécessaires. Pourquoi, donc, on Laurent va devoir, nous, entreprises, accompagner nos équipes, nos managers, pour qu'ils puissent avoir cet impact nécessaire qui est vraiment pas le même. Qu'est-ce qui manque aux managers, Laurent, d'après vous, juste sur les qualités nécessaires au management à distance? Qu'est-ce qui manque à la plupart des managers? C'est pas un manque, c'est des compétences qui ne sont pas développées. Avoir de l'impact en une demi-heure pour fixer les règles du jeu, les attentes de la semaine ou de la journée, il faut beaucoup de clarté. Donc ça, il va falloir être très clair, fixer des objectifs qui soient compréhensibles et lisibles, parce qu'on ne pourra pas rectifier le tir en cours de journée, puisqu'on n'aura pas la vision sur le changement. Donc effectivement, et de la communication. La communication va devenir essentielle. La compétence de communication va être essentielle puisque auparavant, on avait ce fameux management autour de la machine à café.
là, il va plus exister. Donc la communication va être essentielle, elle va devoir s'adapter aussi. Le petit café du matin avec son équipe, c'est plus compliqué. Ça va plus exister, ça va peut-être exister justement, on va peut-être recréer ce management-là où, d'ailleurs on l'a vu pendant la crise, hein, on organisait le café du matin avec les équipes pour lancer la journée, et puis en fin de journée pour débriefer autour d'un apéro. On ne va pas faire ça tous les jours non plus. Avec les fameux concours de mugs. Yann Lapeyronie, je voudrais vous entendre aussi en réaction à ce que vient de dire Laurent Da Silva. Vous allez attaquer ce chantier justement de reboot, on va dire, de vos managers. Enfin, vos managers n'étaient pas spécialement habitués à travailler à distance, n'étaient pas très favorables au télétravail, ce que vous me disiez. Là, c'est un chantier de quoi faut changer le sang, hein, un peu. Il faut changer le sang. Non, il faut les accompagner. Eh bien, les accompagner tout simplement, les former, et puis on parlait de tout à l'heure, de co-construction. C'est vraiment rentrer dans ces dynamiques de co-construction de notre futur, de nos stratégies, des grands projets de l'entreprise, pour faire en sorte de mettre tout le monde à bord. C'est plus facile d'être à bord d'un monde qu'on construit soi-même que d'un monde qu'on a construit pour vous. Voilà. Une petite question juste sur cet aspect, Yann Lapeyronie. Est-ce que pour changer une entreprise comme ça, pour changer la mentalité d'une entreprise, est-ce que c'est pas plus facile aussi d'aller chercher des compétences à l'extérieur qui vont infuser des nouveaux comportements, des nouvelles façons de faire, etc. Ça va pas plus vite si on va chercher des gens à l'extérieur? Ça va plus vite, et c'est la solution qu'on a choisie. C'est à chaque fois qu'on va chercher une compétence, on les choisit bien spécifiquement pour infuser notamment toutes ces nouvelles compétences au sein de l'entreprise. Donc c'est un mix d'arrivée de nouvelles compétences et de formation et d'accompagnement de nos collaborateurs déjà présents pour accompagner tout le monde. Ils sont partants, vos managers, pour apprendre à désapprendre même? Bien sûr qu'ils sont partants. Parole de DRH. Donc parole de DRH, non, mais tout le monde est bien conscient que le monde évolue, et lorsqu'on parle, enfin voilà, la crise qui s'est amenée à nous va accélérer un certain nombre de processus. On en a parlé, et je pense que tout le monde en est on est très conscient. Est-ce que, Sophie Letang, est-ce que vous pensez qu'on peut changer les mentalités d'une boîte comme la vôtre, hein, en mettant en place des formations aux soft skills? Est-ce que ça s'apprend, les soft skills? Alors, pour le monde de dorénavant. Hein. Alors, je crois que, comme j'ai pris un poste sur la transformation, je crois évidemment à la transformation. Je crois que justement, nos compétences comme l'intelligence humaine se développent, et on a mis, justement pour accompagner ce que disaient mes interlocuteurs, nous, on a mis en place une formation soft skills en mode un peu flash sur 7 heures, pour donner ce déclic émotionnel, pour travailler l'agilité et l'intelligence émotionnelle dans ce contexte de télétravail à distance particulier, et en vue justement de se dire qu'il va se pérenniser dans un cadre différent, comme on a pu en parler tout à l'heure. Donc oui, moi je pense que les soft skills, encore une fois, elles étaient déjà là avant. On est dans un phénomène d'accélération, on a encore pris en compte la nécessité de les travailler, de les développer. Je crois qu'il faut un déclic émotionnel pour déjà comprendre ce que sont nos soft skills, comment elles doivent se travailler, se développer, et les enjeux. Mais je crois beaucoup au déclic émotionnel, et je crois beaucoup à l'intelligence émotionnelle, surtout dans ces rapports à distance. Benoît Serre, les soft skills dont on aura besoin dorénavant, en réaction à ce que viennent de dire Laurent Da Silva et Sophie Letang? De développer des soft skills, parce que la caractéristique des soft skills, c'est que ce sont des compétences instables. Donc, vous voyez, c'est pas un calcul de maths, quoi. Oui, c'est ça. Compétences c'est pour ça qu'il faut, je pense, hein, mais je ne sais pas si mes interlocuteurs partagent, c'est quoi la caractéristique du nouveau manager? Comment on va le décrire? Il est capable de confiance, parce qu'il manage des gens autonomes. Il est capable d'exemplarité. Il est surtout capable de légitimité. C'est-à-dire le sujet de la légitimité, il est central et va l'être de plus en plus. Parce que lorsque vous êtes dans une réunion avec votre manager que vous considérez comme pas légitime, comme vous êtes en face de vous, vous êtes un tout petit peu obligé de l'écouter. Lorsque vous êtes une réunion à distance avec un manager dont vous avez le sentiment qu'il n'est pas légitime, ou qui vous dit n'importe quoi, vous vous mettez en mute et vous attendez que ça passe. Tout le monde le fait, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de la légitimité, elle est extrêmement importante. Or, la légitimité, elle se gagne pas
Ça ne s'apprend pas dans les livres, la légitimité. Laurent Da Silva le disait, la dimension d'impact, la dimension d'accompagnement, donner du sens, d'expliquer, de faire confiance, de faire le pari de l'autonomie, c'est sans doute les éléments importants du manager. Mais j'ajoute que pour que ça marche, cette logique de soft skills, cette logique de nouveau management, elle doit toucher tous les managers de l'entreprise. Vous formez des managers aux soft skills sans vous préoccuper du soft skill des dirigeants, ça ne marche pas. Ah, il faut que ça... Vous développez ce genre de choses sans remettre en cause vos schémas de contrôle, de KPI, de reporting, de tableau de bord dans tous les coins. Ça ne marche pas non plus. Donc c'est bien une logique d'entreprise parce que les soft skills créent de la culture d'entreprise en fait. Petit message à passer au CODIR, COMEX, etc. Laurent Da Silva, je vous voyais approuver ce que disait Benoît Serre. C'est gentil. J'approuvais l'ensemble des derniers propos. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, bon, on se connaît un peu, Sylvia, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Effectivement, depuis plusieurs années, on en parle beaucoup. Là, il va falloir vraiment que l'ensemble des dirigeants, des DRH, des managers fassent preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et comme on le sait, ça se développe, cette intelligence émotionnelle. Ça se travaille, ça se forme, et ça va être un enjeu majeur des prochaines semaines. Et puis après, il y a effectivement la notion d'alignement qui va être crucial. Il va falloir que du CEO au premier niveau de management, il y ait une colonne vertébrale qui soit claire et qui soit cohérente et consistante pour que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que si on commence à manager à distance, mais en maintenant le monde d'avant en termes d'outils de pilotage, ça va pas aller. Donc il va falloir vraiment s'adapter et ça va prendre du temps parce que en plus on est dans un contexte de crise, ce qui n'a pas simplifié les choses. C'est-à-dire que le naturel besoin des dirigeants, c'est de contrôler, ça va être d'analyser, ça va être peut-être parfois d'imposer et de faire à la place d'eux, ce qui est complètement à l'opposé des attentes du télétravail, on va dire, et du nouveau monde, quoi. Eh ben, ça va être vachement sympa, le monde de demain, le monde du travail de demain avec vous quatre. Moi, j'ai envie de bosser dans vos boîtes, je vous le dis, parce que pour l'instant, c'est plutôt quand même, on est sur beaucoup d'entreprises où ce sont des paniers de crabes, il faut bien le dire, avec dès qu'il y en a un qui commence à grimper, ben, l'autre veut le retenir. J'espère que ce sera maintenant différent parce qu'on voit que vous êtes des DRH engagés et que vous avez envie de faire avancer les choses. Benoît Serre, on compte sur vous pour ça. Écoutez, et sur tout le monde. Pour diffuser la bonne parole aux DRH et surtout leur remontrer l'étude pour qu'ils avancent. Non, mais vous savez, toute crise crée des opportunités. La crise sociale qui arrive et économique, elle va être épouvantable. Si on n'utilise pas cette occasion et la motivation des gens, vous avez vu, il y a une étude qui montre que les salariés font plus confiance à leur entreprise pour régler le problème qu'à l'État. C'est une inversion de tendance. C'est étonnant ça. Il y a donc une opportunité extraordinaire, sans nier que les restructurations vont être nécessaires. Mais on peut faire des restructurations de manière intelligente. On n'est pas obligé de les faire de manière brutale. Je ne sais pas si ce n'est pas une question qui a été posée dans le cadre des élections municipales. Ce que vous faites. Ça, je ne m'occupe pas des municipales. En l'occurrence, voilà. Une dernière question à tous les quatre. Parce que quand même, là, on a parlé du monde du travail de demain. Et moi, je voudrais savoir s'il y a une série ou un film dans lequel vous retrouvez ce monde du travail que vous aimez. Enfin, ou un monde du travail idéal, ou un monde du travail qui vous plaît ou qui vous tiendra à cœur. Et dans lequel vous retrouvez des valeurs que vous aimeriez voir se répandre sur la Terre. Benoît Serre, vous avez une série comme ça que vous regardez. Mais en fait, je vais vous faire répondre un petit peu provocatrice. J'ai adoré cette série. C'est la fameuse Casa de Papel. Alors vous allez me dire, bonjour le monde de demain. C'est pas ça. La Casa de Papel, quand vous êtes en position RH, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait le fameux professeur? Il hybride les compétences. Chacun a des compétences. Et ils sont incapables de faire leur coup, qui n'est pas très glorieux, même si après on peut faire la politique, parce qu'ils ont tous besoin. Il y en a un qui opère, il y en a un qui sait faire ceci, l'autre qui sait faire cela. Donc il a préparé la complémentarité. Alors la force des compétences, c'est leur conjugaison. Ce n'est pas leur détention par un seul. Donc je mettrai les Casa de Papel. D'accord. Et je peux vous demander quel est votre personnage préféré dans Casa de Papel? Oh, je ne sais plus. Rio, il me fait trop rire. Ok, mais c'est extraordinaire comme série, parce qu'en plus, c'est du management à distance, pour le coup. Voilà, il n'est pas avec eux. Exactement, et ils le suivent. Donc il se passe quelque chose. Alors bon, je n'engage pas toutes les entreprises à générer des coûts comme Casa de Papel, mais sur le fond, il manage à distance, il a organisé les compétences, et c'est lui qui les laisse travailler seuls, et toutes les 6 heures, il les réoriente avec un coup de téléphone. Exactement. C'est le management parfait. Un cas d'école pour les écoles de commerce. Laurent Da Silva, est-ce qu'il y a une série qui vous tient à cœur sur le travail? Pendant le confinement, j'ai regardé toute la série de Crown.
sur la famille royale anglaise. Et je me dis, on voit finalement tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter, il faut changer, il faut évoluer au risque de créer un écart, parce que le monde évolue et on le voit bien, et là il a évolué très vite ces derniers mois. Donc la nécessité de s'adapter est importante, et on voit que la famille royale s'est adaptée petit à petit, peut-être pas toujours assez vite, mais en tout cas même la famille royale a réussi à s'adapter. Donc ce serait ça ma série. Formidable. Oui, j'allais dire, vous n'êtes pas très sympa avec Elisabeth parce que finalement, elle évolue quand même, poussée par son mari. Elle a évolué lentement mais sûrement. Et puis elle est toujours là. Elle est toujours là quand même. Ce qui est quand même une forme de résilience extraordinaire. C'est une vraie résilience. Merci Laurent. Sophie Létang, est-ce qu'il y a une série comme ça sur le travail qui vous tient à cœur? Alors, je ne suis pas une grande fan de séries, donc du coup, je vais quand même vous dire une série que j'aime beaucoup, qui est Le Bureau des légendes. Alors, il y a à prendre et à laisser. Pourquoi ça vous rappelle le travail? Alors moi, ce que j'ai envie de retenir par rapport au travail, c'est le collectif et l'engagement. Et je pense que dans le monde du travail d'aujourd'hui et de demain, je crois pas à l'homme providentiel, au leader qui pourrait tout seul diriger son entreprise. Je crois que ça va demander un engagement des managers, des collaborateurs, du top management. Et il va falloir qu'on construise ça collectivement. Chacun qu'on soit acteur du projet d'entreprise. Et dans cette série-là, le collectif est important. On compte les uns sur les autres. L'engagement est essentiel, avec aussi de l'écoute entre justement celui qui gère ses légendes à distance. Oui, c'est exacerbé dans cette série en fait. Merci beaucoup pour cette contribution. Donc on a des devoirs à faire cet été. Diane Lapeyronnie, est-ce que je vous pose la question ou pas? Parce que vous m'avez dit que vous n'étiez pas très série. C'est ça, c'est une question piège. Je suis pas très série, mais néanmoins, non. Mais le confinement, c'est pas le travail, mais quelque part, c'est ce que le télétravail pose comme question, c'est que le confinement et le télétravail m'a fait passer beaucoup plus de temps avec les enfants. Et les enfants ont fait des séries eux-mêmes avec, je sais pas si vous connaissez l'application TikTok, ils se filment, ils font enfin bref. Donc on a fait ça avec les enfants. Et le télétravail, ça permet aussi ça permet de pouvoir prendre un peu plus de temps avec les enfants, tout en continuant à travailler aussi efficacement c'est une dimension hyper importante. Et Laurent Da Silva en parlait tout à l'heure, il y a aussi de l'émotionnel et ça apporte beaucoup dans le travail en général. Il me reste à vous remercier tous les quatre. Merci à vous. Merci Benoît Serre d'avoir fait un détour par ce plateau et merci à tous les trois d'avoir accepté d'être en liaison à distance comme ça. Le son n'était pas toujours formidable mais j'espère que moi je vous ai très bien entendu. On sous-titrera si besoin. En tous les cas, merci pour vos contributions. Le monde du travail de demain, il s'est esquissé au cours de nos discussions et j'espère que vous en ferez bon usage, du miel, ce que l'on veut. À très bientôt.